faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. Marine Le Pen, donc, ce soir, suit à environ 1 point la liste La Reine Modem de Nathalie Loiseau, 22,4%. Ce soir, l'Élysée salue un score honorable et exclut toute inflexion. Édouard Philippe dit accueillir les résultats avec humilité, mais lui aussi entend garder le cap. Les Français nous jugeront au final sur une seule chose, les résultats. Nous en avons obtenu en 2 ans, mais incontestablement pas assez. Nous devons, comme le président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux, bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le président de la République. Pour ma part, j'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine 2e à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné. Avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Détermination à poursuivre le rassemblement des forces de progrès de notre pays. Détermination à préparer l'avenir de notre pays. Dès demain, je serai à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité. Édouard Philippe, ce soir au QG de l'AREM, ce soir on s'efforce de faire bonne figure, Julie-Marie Lecomte. C'est un retournement d'humeur assez stupéfiant auquel on a assisté ce soir ici à la Mutualité. Morale sous le zéro pendant l'heure précédant les résultats. Déception avouée des militants de terrain à l'annonce de la 2e place. Un choc même, me disait une marcheuse parisienne. Mais très vite, la machine s'est mise en route. Et finalement, ici, on a entendu qu'une seule voix, celle d'Édouard Philippe, par écran interposé dans son allocution depuis Matignon, dire, comme vous venez de l'entendre, qu'une 2e place, non, cela ne pouvait pas être considéré comme une victoire. Parce qu'ici, tout le monde s'est relayé, candidat, député et même ministre de premier plan pour dédramatiser, pour relativiser. Les arguments ont été longuement arrêtés avant même le début de la soirée dans une petite salle attenante à la salle de réception. Nathalie Loiseau elle-même a longuement attendu, espérant que l'écart se resserre avant de se présenter au pupitre avec plus d'1 heure de retard sur ce qui était prévu pour dire qu'avec une 20aine de députés, la voix de la France pourrait peser au Parlement européen. Et c'est finalement dans une ambiance plutôt joyeuse que la soirée s'est achevée tout à l'heure sous l'impulsion des JAM, les jeunes avec Macron, même s'il faut le noter, pour faire la fête, il n'était plus qu'une petite trentaine. Julie-Marie Lecomte au QG de l'AREM à la Mutualité à Paris. Les écologistes près d'une surprenante 3e place avec 13,2%. Pour Yannick Jadot, les Français veulent que l'écologie soit au cœur du jeu politique. Les Françaises et les Français nous ont envoyé un signal très clair. Ils veulent que l'écologie aussi soit au cœur de notre vie. Nous voulons que l'écologie devienne effectivement la matrice qui fasse vivre, évoluer, grandir, prospérer notre société. Merci à chaque Française et à chaque Français de votre confiance, de votre soutien, et votre vote nous oblige. C'est pour ça que ce soir, nous prenons l'engagement solennel devant vous de mettre sur pied dans les jours qui viennent un comité citoyen de surveillance et d'initiative sur l'Europe. Nous réunirons les acteurs de la société civile, les syndicats, les scientifiques, les entreprises et les citoyens. Nous voulons que les Français s'emparent avec nous et que l'Europe devienne transparente, démocratique et citoyenne. Et Yannick Jadot, l'autre surprise, c'est la chute pour les Républicains à 8,2%. Nous n'avons pas réussi à faire entendre aux Français notre vision, dit ce soir François-Xavier Bellamy. Pour Éric Ciotti, ce soir sur France Info, cette défaite douloureuse doit appeler à l'unité. Égalité pour le moment entre la France insoumise de Manon Aubry et la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann à 6,4%. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon se dit très déçu par ce score. Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France est à 3,5, juste devant la liste Génération de Benoît Hamon à 3,3. L'UDI arriverait à 2,6 et enfin le PC de Yann Brossat à 2,4. Le taux de participation est également inattendu, un net regain. Les Françaises sont finalement bien plus mobilisées qu'en 2014. Pour les Européennes, on dépasserait les 51% de participation en finale, un taux qui est le plus élevé à des élections européennes depuis 1994. Un coup d'œil maintenant chez nos voisins européens. On commence par l'Italie où les bureaux viennent de fermer, Mathilde Imberti.
Oui, les bureaux viennent de tomber les premiers sondages sortis des urnes. C'est la Ligue qui est le premier parti d'Italie. La Ligue de Matteo Salvini recueille entre 27 et 31% des voix selon les premiers sondages. Premier parti d'Italie et un bond spectaculaire pour la Ligue par rapport aux élections italiennes de 2018. Grosse surprise derrière la Ligue, c'est le Parti démocrate, autrement dit le centre-gauche, qui devrait prendre la deuxième place. Il la dispute aux 5 étoiles qui encaissent un revers cinglant. Ils sont à 20%, c'est 10 points de moins qu'aux élections générales il y a un an. Pas de réaction des leaders pour l'instant. Matteo Salvini n'est pas encore arrivé au siège de la Ligue à Milan. C'est sans aucun doute le nouvel homme fort d'Italie, le co-leader du camp souverainiste en Europe avec Marine Le Pen du Rassemblement national, puisqu'ils devraient se tenir en termes de sièges tous les deux. Plus de 20 eurodéputés pour le Rassemblement national et plus de 20 pour la Ligue. Ce serait 3 fois plus d'eurodéputés que dans la législature actuelle pour le parti de Matteo Salvini. Mathilde Lamberti à Rome pour France Info. En Allemagne, le centre droit d'Angela Merkel est en tête, mais à un plus bas historique. Surprise écologiste également outre-Rhin. Les Verts allemands qui doublent leur score. Effondrement en revanche de la gauche social-démocrate. Le parti souverainiste du Premier ministre hongrois Viktor Orban est crédité d'une victoire écrasante. En Pologne, les conservateurs au pouvoir remportent le scrutin. En Autriche, les conservateurs du chancelier Kurz sont en tête. La Roumanie, sérieux revers pour le gouvernement de gauche, critiqué. Les pro-européens de centre-droit sont arrivés en tête. Et puis en Grèce, la droite est en tête devant la gauche de Syriza. À retenir également dans l'actualité, ce soir, 3 Français condamnés à mort en Irak. Aujourd'hui, condamnation pour appartenance au groupe État islamique. C'est un verdict inédit pour des ressortissants de notre pays. Ils avaient été arrêtés en Syrie il y a maintenant quelques mois et transférés en Irak en février dernier. Ils ont 30 jours pour faire appel. 9 autres Français sont en attente de jugement dans le pays. Et puis l'actualité sportive, le tennis, Roland Garros, l'exploit de Nicolas Mahut, victorieux de l'Italien Marco Cecchinato. Le Français a remonté 2-7 contre le demi-finaliste de l'édition précédente. Roger Federer, qu'on n'avait pas vu à Paris depuis 4 ans, l'a emporté lui aussi face à un autre Italien, Lorenzo Sonego. La Formule 1 avec la victoire de Lewis Hamilton sur Mercedes dans le Grand Prix de Monaco cet après-midi, sa 4e victoire de la saison et la 77e de sa carrière. Enfin le rugby, Bayonne sacré champion de France de Pro D2. Le club évoluera en top 14 la saison prochaine après sa victoire contre Brive 21-19 cet après-midi lors de la finale d'accession disputée à Pau. Merci à vous François Lepage. Je vous rappelle que dans quelques secondes, maintenant une trentaine de secondes, nous aurons notre débat à 4 avec les 4 représentants que nous avons invités ce soir. Aurore Berger de La République En Marche, Sébastien Chenu du Rassemblement National, Geoffroy Didier des Républicains et Alexis Corbière de la France Insoumise. Beaucoup de choses à se dire ce soir sur le plateau de France Info. Ce sera une interview à 4 en même temps à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Et pour l'heure, il est 23h10. Le rappel des titres avec vous, Lauriane Delanoë. Le Rassemblement national en tête, suivi de près par La République En Marche, puis Europe Écologie Les Verts pour ces élections européennes en France. Voici les dernières estimations données par notre partenaire Ipsos Sopra Steria. 23,4% des voix pour le RN, un point de moins, 22,4% pour LREM. ELV aurait 13,2% des voix. Le Rassemblement national qui fête sa victoire ce soir, c'est un sursaut populaire contre le pouvoir d'Emmanuel Macron, estime la tête de liste Jordan Bardella. Les Républicains prennent ce soir la 4e place avec 8,2% des voix, toujours d'après nos estimations. Le parti qui se déchire, Laurent Wauquiez doit prendre ses responsabilités et donc démissionner. L'appel ce soir du député LR des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, sur France Info. 2 autres listes enfin en France obtiennent des sièges, la France Insoumise et la liste PS Place Publique ex-aequo avec 6,4% des voix. Pour ce qui est de nos voisins européens, les derniers bureaux viennent de fermer en Italie. La Ligue, le parti de Matteo Salvini, donné en tête dans les sondages de sortie des urnes. Enfin en Grèce, la gauche d'Alexis Tsipras, largement dévancée par le parti conservateur. Le Premier ministre choisit donc ce soir de dissoudre son Parlement. Il convoque des élections législatives anticipées. France Info.
Le troisième débat donc ce soir en direct sur France Info, à la radio et à la TV sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir à vous Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de La République En Marche et députée des Yvelines. Également invité Geoffroy Didier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez été réélu eurodéputé des Républicains ce soir ? Si les estimations se confirment, oui. Invité également, bonsoir à vous Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et nous attendons d'un instant à l'autre la venue de Sébastien Chenu, député du Rassemblement National du Nord. Je commence par vous Aurore Berger. Quelle est l'analyse du scrutin ce soir pour vous ? Votre liste Renaissance est arrivée en deuxième position derrière le Rassemblement National. Est-ce qu'il faut y voir un symbole ce soir ? Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs enseignements. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire d'avoir l'extrême droite en tête dans notre pays. On s'en satisfera jamais. Et c'est un combat qu'on doit continuer à mener contre les populistes et contre la tentation de repli et de nationalisme. Et il faut qu'on mène ce combat. Et on démontre aussi ce soir qu'on est les seuls à être en capacité de les battre et de leur faire obstacle véritablement, puisqu'on a vraisemblablement finalement moins d'un point d'écart entre les deux listes, celle du Rassemblement National et celle de Renaissance. Et puis, je crois que la cohérence à la fois de la politique qui est la nôtre depuis 2 ans, la cohérence aussi de ce que nous avons proposé aux Français dans cette élection européenne, parce qu'on n'a pas eu finalement à se peinturlurer européen pour cette élection. On a un ADN européen qui est extrêmement identifiable et je crois que c'est aussi ça qui nous permet ce soir de réaliser ce score. Geoffroy Didier, il y a de la déception, j'imagine, chez vous. On a entendu les commentaires d'autres personnalités des Républicains qui ont accusé notamment la majorité, la liste Renaissance et Emmanuel Macron d'avoir en quelque sorte manipulé cette élection. Vous dites la même chose ce soir ? D'abord, je prends acte avec une très grande humilité de ces résultats qui sont profondément décevants. On le rappelle, 8-4 pour la liste François-Xavier Bellamy. Qui sont profondément décevants pour la droite républicaine, surtout au regard du début de dynamique que nous avions créé sur le terrain autour de la liste conduite par François-Xavier Bellamy. Mais je vois aussi qu'il y a un fait politique, c'est que le manichéisme qu'a orchestré Emmanuel Macron... Vous dites manichéisme, hein ? Oui, le manichéisme politique, cette stratégie binaire, cette stratégie du repli, si négative, qui consistait à dire « vous n'avez pas le choix, mesdames et messieurs de concitoyens », qui consistait à dire « vous êtes obligés de voter pour moi pour faire barrage aux extrémismes ». Vous voulez dire que vous n'avez pas fait une mauvaise campagne, mais vous êtes victime de la campagne de la majorité. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes aujourd'hui, la droite républicaine est la première victime de cette stratégie cynique et malsaine portée par Emmanuel Macron, qui a consisté à miser sur la perspective du chaos. Emmanuel Macron n'a pas parlé d'Europe. Il a fait en sorte que le projet de Madame Loiseau, je vous ai laissé parler, que le projet de Madame Loiseau ne soit rendu public que 15 jours avant le scrutin, et il n'a d'ailleurs même pas assumé ses candidats qui seront les futurs eurodéputés, à tel point que lui-même s'est mis sur les affiches, lui, président de la République de tous les Français. Ça veut bien dire qu'il a fait de cette élection européenne un référendum pro ou anti-Macron. Alors Sébastien Chenu vient de nous rejoindre du Rassemblement National. Bonsoir et bienvenue à vous. Il va vous répondre dans un instant. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Alexis Corbière. Vous aussi, avec ce score ce soir de déception, on a eu les mots de Jean-Luc Mélenchon, 6,6%. Est-ce que vous estimez, vous aussi, que vous êtes victime d'une sorte de combat binaire, du duopole, et qu'au fond, on n'a pas entendu les autres formations politiques dans ce scrutin ? Non, mais déjà, c'est pas un succès, c'est même un échec, déception par rapport à ce qu'on pouvait espérer, une déception par rapport à l'énergie que l'on a mis là-dedans. Il y a sans doute aussi des erreurs que nous devons à nous-mêmes. Il faut qu'on ait une discussion, une réflexion sur pour quelles raisons il y a une abstention populaire qui est l'élément significatif de cette élection, qui est un peu banalisée parce qu'elle est moins forte que prévu, mais un Français sur 2 n'est pas venu voter, ça veut en dire long. L'électorat populaire qui est allé aussi notamment chez Marine Le Pen. Hein. Oui, ou ailleurs, mais enfin qui reste, moi je vois chez moi en Seine-Saint-Denis, vous savez, beaucoup de gens ne vont pas voter et ne se sont pas rendus pas pour voter pour Madame Le Pen. Mais après, il est vrai, et on l'a dénoncé pendant la campagne, qu'il y avait une stratégie politique de la part du gouvernement, qui avait la satisfaction d'ailleurs du Rassemblement National. C'est passe-moi le sel, je te donne le poivre. C'est un duel. On les a dit au coude à coude, souvent c'était bras dessus, bras dessous. Ça va. Si vous voulez
Pour le Rassemblement national, c'est l'adversaire désigné. Pour La République en marche, ça va très bien. J'ai encore entendu M. Blanquer tout à l'heure, ils font 20%, mais ils pensent qu'au second tour, les gens vont voter pour eux contre le Rassemblement national. Un jour, ça finira mal, cette stratégie. Et on a quand même qui voulez en permanence avoir le chaos dans ce pays. D'accord, merci madame, ça va. Mais c'est vrai, non, mais ne ce que mettez vous pas le dites disque, s'il vous plaît. Mais quel chaos je veux? Moi, je veux aucun chaos. Vous dites que ça finira mal. C'est vous qui prédisez si le ça en Rassemblement national un jour dirige le pays, ça n'est pas une bonne chose. Vous vous en moquez peut-être. Ah non, je ne m'en moque pas et nous sommes les seuls à pouvoir les battre. Non, pas du tout. Non, je termine parce qu'il y a un sujet. C'est-à-dire que ça a été dit par Geoffroy Didier, c'est une liste. Le président de la République s'est investi pleinement, il était sur les affiches. Aujourd'hui, un Français sur deux n'est pas allé voter et ceux qui vont voter, 8 sur 10 ne sont pas d'accord avec cette liste qui n'a aucun allié. Et là, vous avez des gens qui, depuis le début, ce soir sont contents. Voilà, ils continuent. Et donc le pays est brutalisé par ça. C'est inquiétant. Qu'est-ce que vous répondez, Sébastien Chenu? Votre première position ce soir? Bon, d'abord, ma première position, c'est de remercier les Français et les Françaises qui nous ont fait confiance, au-delà des caricatures, au-delà des campagnes de fake news, au-delà des procès d'intention, et qui nous ont positionnés en tête de cette élection et qui envoient un double message. Sanction pour la politique nationale d'Emmanuel Macron. Il est évident que cette élection européenne, elle peut et elle doit être lue ainsi. Et puis, volonté d'un autre type de construction européenne. Pour le reste, moi, je n'en veux même pas à mes collègues, je ne sais pas comment on peut s'appeler, en tous les cas, des Républicains ou de la France Insoumise, qui aujourd'hui disent finalement, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres si on n'a pas réussi. Non, nous, vous savez... Je ne dis pas ça. C'est un peu ce que vous dites. Vous dites, vous êtes arrivé en retard au débat. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je crois que les Français ont fait un choix très lucide. Ils ont choisi le Rassemblement national parce que nous proposons des choses qui sont sans ambiguïté. Quand vous votez, par exemple, la réforme de la SNCF, les députés républicains, comme vous l'avez voté, eh bien, les Français ne savent plus où vous habitez. Ils considèrent que vous avez un discours, mais que vous n'avez pas les actes qui suivent. Quand au Parlement européen, vous votez la répartition des migrants, vous votez les traités de libre-échange, etc. La campagne est terminée, Geoffroy Didier. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut mentir aux Français. C'est pas la peine d'essayer de faire croire n'importe quoi. Vous avez des positions qui sont ambiguës, et vous savez très bien qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Or, aujourd'hui, eh bien, vous êtes sortis peut-être de cette ambiguïté, mais à vos dépens. Les Français ont considéré que vous n'étiez pas les plus armés, les plus crédibles, les plus construits, les plus aboutis pour aujourd'hui proposer une alternative. Oui, aujourd'hui, nous sommes l'alternative à Emmanuel Macron et nous le serons demain parce que nous avons réuni, je termine ma phrase, parce que nous avons réuni et nous continuerons à réunir des gens qui viennent et de la France Insoumise et des Républicains sur une offre globale qui est très précise, qui est celle de la protection de la France, de son identité, de son modèle social. On a bien compris, Sébastien Chenu, que vous étiez en train de décrire ce que, selon vous, serait le paysage politique français aujourd'hui, une sorte de duopole, c'est le nouveau mot qui devient à la mode ce soir. Je sais pas d'où sort ce mot. J'aime pas vraiment le terme de duo, qui voudrait dire qu'on chante ensemble. Qu'est-ce que vous répondez? Qui a parlé de duopole. Pardonnez-moi. C'est la parole du gouvernement. Je parlais du duo, je n'aime pas le terme duo. Aurore Berger, qu'est-ce que vous répondez ce soir à Geoffroy Didier qui a parlé de confiscation du scrutin? Déjà, il n'y a pas de confiscation du scrutin à partir du moment où les Français se déplacent et font un choix. Les Français sont libres de voter ou de ne pas voter. Les Français sont libres de voter pour qui ils veulent, pour ou contre qui ils veulent. Et c'est leur choix, il est souverain. Et on ne peut pas, en fonction des scrutins et en fonction des scores, dire les Français ont fait le bon choix ou les Français ont mal voté. Ça ne marche pas. J'ai jamais dit que les Français avaient mal voté. Je respecte avec humilité le choix des Français. Il faut être cohérent. Ensuite, il n'y a pas eu de confiscation du scrutin parce qu'à un moment, il y a juste des clivages qui sont différents aujourd'hui dans notre pays. Et il faut en prendre acte. Il y a eu pendant des dizaines d'années un clivage qui était entre la droite et la gauche et qui n'a pas forcément permis d'ailleurs à notre pays d'aller mieux. Et il y a d'autres clivages aujourd'hui qui ont émergé, notamment au moment de la présidentielle et qui sont aujourd'hui confirmés. Et le clivage, en effet, n'est pas avec les Républicains, n'est pas avec le Parti socialiste, n'est pas avec la France Insoumise et face à l'extrême droite, de manière très claire. En tout cas, c'est ce que les Français... Le Rassemblement national nous suffit. C'est ce que il n'y a pas de qualificatif qui soit désobligeant. C'est ce que les Français, en tout cas, nous ont dit. Ils ont mis en tête et très largement, avec une grande distance envers les autres partis, deux formations politiques, le Rassemblement national et la République en marche et ses alliés. Et c'est eux, de manière souveraine, qui ont fait ce choix-là. Notre responsabilité, c'est de démontrer que notre politique est efficace et juste et que nous sommes aussi en capacité de combattre et de battre dans les urnes l'extrême droite et le Rassemblement national. Ça, c'est notre responsabilité. Geoffroy Didier, est-ce que ce soir, les Républicains vont devoir revoir leur dispositif? Est-ce que vous souhaitez que Laurent Wauquiez reste à la tête des Républicains? Avant de répondre sur les Républicains, je voudrais dire que la grille d'analyse d'Aurore Berger, elle est biaisée et que les choses sont malheureusement beaucoup plus prosaïques. C'est qu'en réalité, la politique d'Emmanuel Macron échoue et qu'elle provoque donc une colère légitime qui se traduit dans les urnes par un vote Rassemblement national. Et à cette colère s'ajoute malheureusement
une stratégie cynique de la part d'Emmanuel Macron qui mise sur la perspective du chaos pour survivre électoralement, contraint et forcé. Et je vais vous dire une chose. Pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, je n'ai voté pour lui qu'au second tour. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il avait un discours positif. J'avais apprécié le souffle d'optimisme qu'il avait suscité. Eh bien, il a, dans cette campagne européenne, abandonné tout discours positif en étant l'adepte d'une stratégie du repli qui a consisté à dire vous êtes obligé de voter pour moi pour faire barrage à l'extrémisme. Quand vous dites le chaos, vous désignez Sébastien Chenu, Alexis Corbière, qui est la déconstruction de l'Europe à laquelle les nouveaux eurodéputés du Rassemblement national vont s'adonner puisqu'ils ne vont pas changer l'Europe, ils vont la déconstruire. La construction d'une autre Europe. Enfin, je réponds à la question qui m'a été posée. Je crois qu'au sein des Républicains, la question n'est pas du tout aujourd'hui celle du leadership, elle est celle des idées. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous fassions une révolution idéologique. Ça fait combien de temps qu'on entend ça, Geoffroy ? Je vous donne ma conviction. Ça fait combien de temps je vous donne ma conviction, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de ma démonstration. Je pense qu'il faut que la droite se pose la question, qu'est-ce que nous avons à proposer aux Français ? Comment se fait-il aujourd'hui qu'il n'y ait plus de jeunes qui votent à droite ? Comment se fait-il aujourd'hui qu'il n'y ait plus d'urbains qui votent à droite ? Comment se fait-il aujourd'hui que dans les banlieues, on ne vote plus à droite ? La droite doit, à mon avis, abandonner son conservatisme sociétal qui nous fait beaucoup de mal. La droite doit, à mon avis, arrêter un choix binaire entre l'ultralibéralisme d'un côté ou le quasi-socialisme de l'autre et pratiquer un bon sens et un pragmatisme au niveau économique. Donc la vraie question, à partir de demain matin, c'est qu'est-ce que la droite va proposer aux Français, quelle est la ligne politique que la droite républicaine adopte, et c'est bien plus intéressant et à mon avis porteur que la seule question du leader et de celui qui pourra incarner cette ligne. Alexis Corbière, je me tourne vers vous, on parle à l'instant des jeunes, on parle aussi peut-être de l'écologie. Après tout, la liste de Yannick Jadot dépasse les 10, elle fait 13,1%, c'est peut-être la grande surprise de ce scrutin. Est-ce que cela veut dire que, au fond, les uns et les autres, ceux qui n'ont pas réussi à passer la barre des 10, auraient peut-être raté ce combat écologique? Pourtant, il y avait des propositions chez vous, la France Insoumise. Bien sûr. Non, mais bon, moi, je ne vais pas... Europe Écologie, Les Verts, s'il exprime l'urgence, la volonté, l'exigence de solutions écologiques, il y a un aspect positif. Après, c'était l'élection européenne et souvent l'élection d'Europe Écologie Les Verts. Ils ont fait des scores beaucoup plus importants, on s'en souvient. Et puis après, moi, ce que je reproche, pour laquelle je ne me reconnaissais pas évidemment dans Europe Écologie Les Verts, c'est qu'en vérité, après, ils sont favorables au traité européen. J'entends même dire ce soir à une autre chaîne de télévision, M. Cormand, qui est un dirigeant d'Europe Écologie Les Verts, a dit qu'il est éventuellement favorable à ce qu'il y ait une alliance au niveau européen, avec la République En Marche, dans le cadre de la halte. Donc ils vont, et je pense que la construction de cette Europe est profondément hostile à l'écologie. Mais ça, on verra. Je répète que ce soir, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est que ne soyons pas petits bras. Ce pays est en état de crise politique très profonde. Je ne crois pas que ce pays se reconnaisse dans ce duopole, vu que c'est le mot à la mode, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais dans ce couple, choisis, est-ce que tu es En Marche, est-ce que tu es Rassemblement National ? Du moins, moi, je vais travailler à ce qu'il y ait autre chose. Ce soir, j'aurais préféré que ce soit mieux. Ceci dit, la France Insoumise, attention, n'existait pas encore il y a 2 ans. On va faire entrer 5 ou 6 députés. Ce sera un point d'appui pour la suite. Et puis, il faut s'adresser d'abord et avant tout, je le répète, à ces 1 Français sur 2 qui ne sont pas allés voter, dont je pense beaucoup sont à la recherche d'une grande force populaire, écologique, etc. Et ne perdons pas de vue que ce pays était quand même, ces derniers mois, mis dans un état de turbulence avec les hospitaliers, les enseignants, les gilets jaunes. Enfin, le pays est en colère. Et vous aimeriez qu'il le soit, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça fait 4 fois que vous le dites. Vous ne pourriez pas dire autre chose? Mais désolé, c'est pas parce que vous répétez à l'envie que le pays est en colère, le pays est en colère, le pays est en colère qu'il va l'être et que vous allez capter ce vote. Vous pensez qu'il ne l'est pas? Vraisemblablement. Vous pensez qu'il ne l'est pas? Quand vous avez justement des Français qui font le choix finalement de se déplacer. Vous pensez que le pays n'est pas en colère? Quand vous avez justement des Français qui font le choix de se déplacer plus qu'ils ne l'ont fait en 2014 sur les européennes, plus que cela avait été envisagé, ça veut dire qu'ils font le choix des urnes, qu'ils font le choix de la démocratie. Très bien, mais et je pense que ça ne veut pas dire la colère. Le pays est en colère ou pas? Je ne pense pas qu'il le soit. Je pense que vous espérez qu'il le soit. Je pense que vous espérez le chaos. Mais ne parlez pas à ma place. Moi, je dis qu'il est. Vous avez légitimé la violence pendant des mois. Vous avez légitimé la violence pendant des mois. J'ai pas besoin du décodeur Berger, c'est bon. Je vous dis, moi, madame. C'est vous qui êtes très agressif. Mais bon. Je vais vous dire une chose, vous êtes l'arrogance incarnée. Mais pas du tout, je ne suis pas l'arrogance incarnée. Moi j'assume de dire qu'on ne gagne pas, qu'on ne gagne pas.
Je vous dis, madame, mon opinion, et ça fait 4 fois que je fais une émission avec vous, vous me répétez, vous souhaitez que le pays soit en colère. Parce que c'est le discours que vous tenez. Oui, non, je vois qu'il l'est, et je dis que vous, votre politique, ce que vous votez à l'Assemblée, là, vous, comme député, vous êtes pour supprimer sans même les postes de fonctionnaires. Vous êtes pour supprimer... Vous savez très bien que le président de la République s'est exprimé justement... D'accord, mais vous étiez favorable à ça. Vous êtes pour supprimer, par exemple, la ligne de chemin de fer qui va nous amener à ce qu'il y ait encore plus de camions sur les routes. La ligne qui fait Rungis-Perpignan, vous êtes au courant? Vous n'êtes même pas au courant de ça. Vous êtes pour rallonger la durée de temps de travail pour les retraites, par exemple. Vous êtes d'accord avec ça? Sortir de votre débat d'opposition. Mais vous êtes content, tout va bien. Vous êtes député, ça va pour vous. Attendez, juste pour sortir de votre débat d'opposition stricte, Sébastien Chenu, qu'est-ce qui va se produire dans les semaines, dans les mois qui viennent? Écoutez, deux choses. Nous allons essayer de former un grand groupe qui défendra l'Europe des nations au Parlement européen. Et nous avons des alliés pour cela. J'aimerais aussi que la lumière soit faite sur les alliés que compte avoir La République En Marche. Et cette fois, l'éthique qu'ils vont mettre au groupe, avec le groupe qu'ils vont créer. Parce que la dernière fois, ce groupe avait été financé par Bayer, Monsanto, les élus, M. Riquet, qui est sur votre liste. Vous le savez, que jamais nous allierions avec ces gens. Oui, mais c'était le cas la dernière fois. Donc on espère que cette fois-ci, il y aura un peu plus d'éthique. En tous les cas, nous, c'est ce que nous allons faire au Parlement européen. En France, nous avons demandé... Nous avons demandé... Non, n'allez pas là-dessus avec Madame de Sarnez et sa femme de ménage embauchée. N'allez pas là-dessus, Aurore Berger. N'allez pas là-dessus. Voilà. Enfin, une mise en examen ne fait pas condamnation, c'est une question de principe. Il ne faut pas aller là-dessus. Combien de ministres sortis du gouvernement, quels que soient les partis politiques. On ne va pas là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que une mise en examen ne vaut pas condamnation et que j'aimerais qu'on respecte, quelles que soient les formations politiques, même lorsque je suis opposé à cette formation, un principe, c'est celui de la présomption d'innocence, Madame Berger. Et ce qui va se passer en France, nous avons demandé, et Marine Le Pen l'a demandé aujourd'hui, qu'il y ait une élection législative anticipée. Parce qu'il faut repasser un contrat de confiance avec les électeurs. Les Français vous envoient un double message. Si vous ne le comprenez pas, il y a quand même un petit problème. Donc, élection législative anticipée. Demandons aux Français sur quelle base ils veulent que la France soit gouvernée. Faisons-le dans la clarté. N'ayez pas peur des Français. Vous avez eu peur d'eux lorsqu'ils étaient dans la rue et qu'ils étaient gilets jaunes. Vous avez voulu aller aux élections européennes, ils vous envoient un message. Élection législative anticipée. Et revenons à un contrat de confiance. 23h28 sur France Info. La soirée continue. Allez, nous on se retrouve donc tout de suite après le bulletin et après les infos. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de discuter la météo tout de suite avec Jean-Michel Golinski. France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France. Excepté le soleil persistant sur les régions situées près du Rhône, également sur le Languedoc et le Roussillon, demain tout le monde aura droit aux pluies ou aux averses, avec un temps globalement bien maussade sur la Corse, où le vent de nord sera sensible. On notera également un Mistral et une tramontane turbulents. Au nord de la Loire, les pluies arrivées par la Manche dans la nuit vont donner une matinée maussade. En journée, cette perturbation va se décaler vers les Pyrénées, le Massif central, le centre et le nord-est, avec à l'arrière une belle amélioration l'après-midi entre la Manche, le Poitou-Charentes, le bassin parisien et Champagne-Ardenne. Enfin, des Alpes à la Provence, des averses parfois orageuses vont rythmer l'après-midi. Les températures vont évoluer dans les mêmes grandeurs qu'aujourd'hui, entre 10 et 14 degrés le matin, 20 à 24 en général l'après-midi, ponctuellement jusqu'à 28 sur l'Hérault et le Gard. Et je vous rappelle que le débat à 4 se poursuit dans un instant. Pour l'heure, il est 23h30 sur France Info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Et l'info avec vous, Camille Revel. 23,4% des voix à le Rassemblement national en tête des européennes selon les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. La liste de Jordan Bardella est suivie la liste LREM Modem avec 22,4% des voix. En troisième place, les Verts avec 13,2%. Ce soir, le fondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, est satisfait à double titre. Je m'attendais à la victoire, honnêtement. Mais je dois dire qu'elle est claire, elle est nette. Mais ce qui est encore plus important que la victoire de la formation nationale, Rassemblement national, ex-Front national, et c'est bien sûr la victoire du parti patriote en quelque sorte, mais c'est surtout la défaite écrasante de M. Macron, défaite personnelle, puisqu'il s'était de lui-même mis en scène en quelque sorte, et avait joué ouvertement le quitte ou double,
et une défaite assez lourde, et même très lourde, de son parti, La République En Marche. Le fondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, sur France Info, être derrière le Rassemblement national pour ces européennes. Pour la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Il y a une déception, c'est vrai, on n'arrive pas en tête, il faut le reconnaître. Le Rassemblement national est devant, et moi je trouve que c'est toujours une déception, une défaite. Je trouve que c'est une déception. Je ne sais pas s'il faut y attacher une valeur symbolique. À vrai dire, je suis assez peu favorable au symbole. Je trouve qu'il faut analyser les choses rationnellement. Donc, 1, c'est une déception, et 2, il faut admettre que, effectivement, en tout cas sur ces élections européennes, le Rassemblement national a recueilli plus de votes. Mais si vous me permettez juste un mot supplémentaire, il me semble également que dans les résultats de ce vote, il y a beaucoup d'éléments d'espoir. Le fait d'être un groupe pivot est tout à fait essentiel. Et il y a également dans ce scrutin le taux de participation. Aujourd'hui, plus d'un électeur sur 2 est allé voter pour ces européennes, 51,3% exactement selon Ipsos Sopra Steria, chiffre inédit depuis 1994. Les écologistes de Yannick Jadot sont donc 3e, Europe Écologie Les Verts est le premier parti chez les moins de 34 ans, toujours selon Ipsos Sopra Steria. Voilà pour le trio de tête pour les Républicains de François-Xavier Bellamy, une 4e place, 8,2% des voix. Sur France Info, le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, appelle Laurent Wauquiez à prendre ses responsabilités. Les listes PS, Place Publique de Raphaël Glucksmann et la France Insoumise de Manon Aubry, elles sont à 6,4% des voix. Voilà donc pour les listes qui sont au-dessus de la barre des 5% de ces européennes et assurées de décrocher des sièges au Parlement européen. Celles qui obtiennent moins de 3% ne seront pas remboursées par l'État pour leurs dépenses de campagne. Dans les autres États membres, en Espagne, large victoire des socialistes, et en Italie, selon les sondages de sortie des urnes, la Ligue de Matteo Salvini est en tête. Merci à vous Camille Revel. On reprend notre débat à 4 dans un tout petit instant. France Info, spéciale élection européenne. Jean-François Aquili. Toujours en studio, Aurore Berger de La République En Marche, Sébastien Chenu du Rassemblement National, Geoffroy Didier des Républicains et Alexis Corbière de la France Insoumise. Alors, Aurore Berger, nous évoquions avant l'info, avant Camille Revel, ce qui va se produire, parce que ça parle quand même d'Europe, cette affaire, oui. Ce qui va se produire au sein du Parlement européen. Les libéraux, le groupe auquel vous allez être rattaché, vont devoir s'entendre avec notamment les écologistes. Vous allez devoir parler à M. Jadot. Déjà, on fait une entrée massive quand même au Parlement européen. On n'y avait pas d'élus. Il y avait 2 anciens eurodéputés qui avaient accepté d'être sur notre liste. Et on a, a priori, 22 nouveaux eurodéputés qui sont issus de la liste Renaissance. Ensuite, on va constituer le 3e groupe au sein du Parlement européen qui devrait avoir à peu près plus d'une centaine de parlementaires européens. Ce qui veut dire vraiment un groupe central qui va pouvoir aussi essayer de rompre avec cette dualité qui existait depuis très longtemps entre le PPE, la droite, et le PSE, la gauche, au sein du Parlement européen. Vous voulez dire que le projet, c'est de mettre fin au bipartisme le projet, c'est d'avoir aussi des majorités de projets en fonction des sujets pour essayer d'arriver à avancer plus vite sur les enjeux de fiscalité. Est-ce qu'il faut continuer à avoir une règle de l'unanimité pour avoir une vraie convergence fiscale, pour avancer sur l'idée d'une harmonisation par le haut en termes de protection sociale, pour faire en sorte que dans les pays où il n'y a pas de SMIC aujourd'hui, eh bien, il y en ait enfin un. C'est notre proposition sur le SMIC européen, pour arriver à augmenter significativement, doubler le budget pour Erasmus, pour qu'il ne soit pas réservé à quelques étudiants privilégiés, mais qu'il bénéficie aussi aux apprentis, par exemple, sur la question écologique, pour aller encore plus loin. Toutes ces majorités de projets, on va pouvoir les construire parce que justement, on représentera cet axe central sans lequel on ne pourra rien faire, puisque ni le PPE ni le PSE n'ont ce soir une majorité suffisante. Sébastien Chenu, dans le même ordre d'idées, est-ce que vous êtes, vous, au Rassemblement National, avec notamment vos alliés, chez Matteo Salvini, est-ce que vous êtes en mesure de peser dans ce futur Parlement européen? Il va falloir que vous nouiez des alliances quand même. Oui, bien sûr, je corrigerai juste peut-être Aurore Berger en lui rappelant que Erasmus n'a rien à voir avec le Parlement européen. Donc on peut essayer de tout fourguer au Parlement européen. On peut essayer de tout fourguer au Parlement européen. Et Erasmus n'a pas eu besoin du Parlement européen. Donc, au-delà de ça,
oui, nous avons des alliés et nous en avons à travers toute l'Europe. La différence, ça a été aussi pendant cette élection une différence de fond, c'est que nous avons parlé à tout le monde. Nous avons parlé aux Belges, nous avons parlé aux Hongrois, nous avons parlé aux Allemands, nous avons parlé aux Italiens. Quand on a vu un président de la République extrêmement isolé, et c'est bien dommage pour la France, un président de la République dont Mme Merkel disait qu'elle se querellait même avec lui, un président de la République qui avait du mal à parler aux Italiens, aux Hongrois, aux Autrichiens et même aux Pays-Bas avec cette histoire on parle moins facilement d'aéroport. à Victor Orban que vous, c'est certain. Donc non, mais pas seulement, vous vous êtes isolé, le président de la République a isolé notre pays, et ça, je pense que c'est très dommageable pour la France. Vous avez isolé notre pays, vous l'avez fait reculer, mais nous allons continuer à nous opposer à cette Europe-là, je vais vous dire. Nous allons continuer à mettre dans la lumière les politiques que vous voulez continuer. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Laissez-moi vous arrêtez de me couper la parole, madame. Arrêtez de me couper la parole. Laissez-moi parler, arrêtez de me couper la parole. Nous allons nous opposer aux politiques que vous voulez continuer de mettre en œuvre. Vous nous dites ce soir, nous allons continuer. Nous allons continuer donc d'accueillir des migrants. Nous allons donc continuer de détricoter le système social français parce que l'Europe nous le demande, parce que l'Union européenne nous le demande. Alors nous allons nous y opposer. Et nous allons nous y opposer parce que nous avons, laissez-moi, parce que nous avons des alliés et parce que nous en avons le mandat. Non, nous souhaitons construire une Europe des nations. Et les peuples, à travers toute l'Europe, et vous le voyez ce soir, sont en train de se réveiller pour cette Europe des nations. Donc nous allons construire une Europe des nations. Elle ne se fait pas en un jour, mais aujourd'hui les peuples se révoltent. Les peuples sont en train de vous dire qu'ils ne veulent pas de ce modèle-là. Et nous allons continuer à nous opposer à la politique que vous voulez mener, c'est-à-dire celle qui consiste à détricoter notre édifice social, qui consiste à accueillir les migrants, c'est-à-dire à tout ce que vous voulez continuer. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je vous le rappelle, Madame Berger, Erasmus n'avait pas besoin du Parlement européen. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Essayez de comprendre que les Français ne veulent pas de la politique que vous défendez. Très palpable. C'est inouï de ne pas avoir une seule proposition. Je viens de vous en donner, je viens de vous les donner. Non, vous avez dit je vais m'opposer à ça, je vais m'opposer à ça, je vais m'opposer à ça. Mais pas du tout, je viens de vous dire ce que nous allions construire et le localisme que nous souhaitons faire vivre et toutes les propositions qui sont les nôtres que nous allons porter et continuer à porter. Parce que nous avons mis en lumière vos erreurs, les traités, le CETA, le TAFTA. Nous avons mis en lumière ce qui fait du mal aux Français parce que vous faites du mal à notre pays. Et ce soir, les Français vous ont mis une claque parce que vous leur faites du mal. Votre dialogue, si ça avait été dans l'autre sens, vous auriez bombé le torse. S'il vous plaît, votre dialogue dessine un petit peu ce que sera la vie politique de ce pays dans les prochaines années. Ce qui est inquiétant. Ce qui est très inquiétant. Geoffroy Didier. C'est pas lequel des deux. Geoffroy Didier, où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Je vous ai dit tout à l'heure que je prenais acte avec beaucoup d'humilité de ces résultats et que malheureusement, l'élection européenne a très peu parlé d'Europe. Emmanuel Macron le premier, puisqu'il a éludé le sujet pour essayer de survivre politiquement. Mais surtout ce soir, je suis très inquiet de l'influence française au sein des institutions européennes, à commencer par le Parlement européen. Parce que le premier groupe français qui va en tout cas accorder le plus de députés européens français, c'est celui du Rassemblement national qui n'a qu'une vocation, c'est de déconstruire l'Europe. D'ailleurs, tout leur projet économique est basé sur la sortie de l'euro. Et je vois bien la manière dont les députés européens aujourd'hui, du Rassemblement national votent contre tout, tellement, en réalité, ils sont contre l'idée que l'union peut faire la force. Et de l'autre côté, là où je suis inquiet, c'est que le groupe des nouveaux députés européens de la République En Marche ne savent même pas où ils vont siéger. C'est-à-dire qu'ils ont une intention secrète de rejoindre le groupe ultralibéral dirigé par Guy Verhofstadt. C'est inquiétant. Et surtout, s'ils créent leur propre groupe, ce sera en fait un groupe minuscule, alors que nous savons très bien qu'il faut peser en France au sein de l'Union européenne, et on ne peut peser que par des forces politiques qui ont un véritable poids au sein du Parlement, ce qu'est par exemple le PPE et ce que n'est absolument pas le groupe d'Emmanuel Macron. Le PPE ne sera pas renforcé grâce à vous. Dernière réponse, Aurore Berger, pour conclure. Que répondez-vous à... On va en effet construire une nouvelle force politique au sein du Parlement européen. Minuscule. Mais moi, à l'échelle du Parlement européen, minuscule. J'aimerais savoir avec qui le PPE, enfin vous êtes avec qui vous avec allez. Avec le PPE. Très bien. Donc avec Victor Orban, il reste avec vous. Mais moi je n'ai aucun problème sur la politique migratoire portée par Victor Orban. Et d'ailleurs, juste une chose, c'est que je ne suis pas le seul. Attendez, je termine juste. Je ne suis pas le seul à ne pas avoir de problème parce que je vous rappelle que Madame Keller, qui est sur votre liste et qui a été élu député européen ce soir de M. Macron, est favorable à la politique de M. Orban puisqu'elle a demandé elle-même
personnellement à adhérer au PPE. Moi, je voulais juste un peu de cohérence. Je voulais juste souligner, mais c'est plus profond et un peu de recul par rapport à cette élection, c'est que élection présidentielle mobilise les Français, mais élection législative, plus de 55% de participation. Ce soir, on est content parce que c'est moins pire que prévu, mais un Français sûr de ne pas aller voter. Et j'ai peur qu'on retrouve ça au municipal. Donc il faut un nouveau système, il faut s'interroger là-dessus. Prise en compte du vote blanc, des droits nouveaux pour les citoyens. C'est ce qui monte dans le pays. Ne perdons pas ça de vue. Là, on raisonne sur des choses qui sont minoritaires, je le répète, et je m'inclus là-dedans. Et il ne faut pas perdre de vue cette distance de plus en plus profonde de la part de nos concitoyens vis-à-vis de cette scène politique. Donc là encore, si on n'apporte pas les réponses, et j'ai peur que ce soit des forces autoritaires, comme j'ai à côté de moi, qui ont un projet que je n'aime pas pour la France. On ne relance pas le débat, ça fait du bien de prendre un petit peu de distance. Merci à vous, Aurore Berger, merci Sébastien Chenu, merci Geoffroy Didier et Alexis Corbière. Il est 23h41 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Le Rassemblement national savoure sa victoire aux élections européennes en France. Le RN recueille 23,4% des voix d'après les estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria. C'est un point d'avance sur La République En Marche à 22,4%. Le député RN Sébastien Chenu l'affirme ce soir sur France Info. Les Français envoient ainsi un message de sanction contre la politique d'Emmanuel Macron. Autre message de ce scrutin en France, la percée d'Europe Écologie Les Verts. La liste de Yannick Jadot en 3e position avec 13,2% des voix, toujours selon les estimations. Sous la barre des 10%, en 4e place le parti Les Républicains à 8,2%. Par ailleurs, les listes France Insoumise et PS Place Publique prennent les derniers sièges français à égalité, 6,4% des voix. Des élections européennes qui ont des conséquences immédiates sur la politique intérieure en Grèce. Le Premier ministre Alexis Tsipras convoque des élections législatives anticipées après la défaite de la gauche face aux conservateurs. Les Italiens, eux, votent massivement pour l'extrême droite. Les sondages de sortie des urnes donnent la Ligue du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini largement en tête. Enfin, au Royaume-Uni, qui prépare sa sortie de l'Union européenne, le parti du Brexit, dirigé par Nigel Farage, est donné vainqueur devant les libéraux puis les démocrates, d'après les projections de la BBC. France Info. Édition spéciale élection européenne. Voilà, après ce débat musclé, voire presque même cacophonique à 4, on va un petit peu s'évader. Nous allons faire un détour par Rome où nous vous retrouvons. Mathilde Imberti, bonsoir. Bonsoir à tous. Rome où les bureaux de vote ont fermé. Oui, les bureaux de vote ont fermé. On dispose des premiers sondages sortis des urnes. La Ligue de Matteo Salvini est en tête et très largement. Elle est donnée entre 27 et 31% des voix. Ce sont les premières fourchettes. Une victoire nette. Peut-être pas le triomphe attendu par Matteo Salvini. Il plaçait la barre à 30%. Cela dit, c'est un boom spectaculaire par rapport aux dernières élections générales en Italie. Et par rapport aux dernières élections européennes, la Ligue était à 6%. En 2014, il n'avait que 7 eurodéputés. Elle devrait passer à plus de 20 sièges à Strasbourg, comme le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est une poussée souverainiste. Mathilde Imberti, il y a aussi un autre bouleversement, si on peut dire, dans la vie politique italienne ce soir. Oui, c'est le revers subi par le mouvement 5 étoiles qui est donné à 20% selon les premiers sondages. Il se fait dépasser par le Parti démocrate, le centre-gauche qui revient de sa traversée du désert. Enfin, autre enseignement de ce scrutin, Silvio Berlusconi fait pâle figure. Il est à 10% des voix. Forza Italia a été absorbé par la Ligue en tant que force de droite. Matteo Salvini est donc le grand vainqueur. Il ne va pas tarder à s'exprimer. Il est arrivé au siège de la Ligue à Milan. On l'entendra sur France Info dès que possible. Merci à vous Mathilde Imberti en direct de Rome. Nous allons à présent à Londres où vous nous attendez Antoine Gignot. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors Antoine, ce soir les tenants du Brexit sont largement en tête. Absolument. On a pour l'instant les résultats de 14 circonscriptions et dans 13 d'entre elles, c'est le Brexit Party qui arrive en tête. 40% des voix dans le nord-est pour cette formation politique créée il y a moins de 3 mois par Nigel Farage. L'ancien leader de UKIP avait fait 29% en 2014. Il avait décroché 24 sièges. Il fait encore mieux ce soir avec cette nouvelle formation dont le programme tient en quelques mots accélérer la sortie de l'Union européenne. Et à l'inverse, évidemment, les conservateurs sont en train de subir la pire défaite de leur histoire dans un scrutin européen. 12,5%, 12,4% selon les premières estimations consolidées avec un score divisé par 2 par rapport à 2014. Ils n'auront donc probablement qu'une dizaine de sièges
sièges au Parlement européen contre 19 il y a 5 ans, et tout ça va forcément jouer dans l'avenir politique du pays. Il faut maintenant trouver un successeur à Theresa May. La première ministre vient de démissionner. Il y a une vacance absolue du pouvoir et évidemment le contexte européen ne va pas aider à trouver une solution. Justement Antoine, vous évoquez à l'instant le succès des partisans du Brexit. Quid justement du profil du prochain Premier ministre? C'est tout à fait la bonne question, puisque la majeure partie des candidats conservateurs ce soir, Boris Johnson comme Esther McVie, donnent évidemment la priorité, c'est le Brexit, c'est leur discours principal. Le Royaume-Uni sortira quoi qu'il arrive de l'Union européenne le 31 octobre prochain, répètent la plupart des candidats eurosceptiques. Ce sera tout de même compliqué parce que l'équilibre des forces ne va pas changer ici au Parlement, et la majeure partie des députés, des parlementaires ont déjà dit qu'ils s'opposeraient à une sortie totale, à une sortie rapide aussi de l'Union européenne. Il y a donc déjà des conservateurs européens qui s'organisent avec ce mouvement notamment baptisé Stop Brexit pour barrer la route à Boris Johnson et pour éviter une sortie radicale de l'Union européenne. On attend maintenant surtout les résultats des Verts, des libéraux-démocrates qui sont en nette progression ce soir, et puis les derniers résultats consolidés des travaillistes qui sauvent finalement les meubles. C'est plutôt pour eux la bonne surprise de la soirée. Merci à vous Antoine Gignot en direct de Londres. Le cap sur Budapest à présent. Bonsoir Florence Labruyère. Bonsoir. Vous nous entendez? Viktor Orban eh bien, s'est exprimé? Oui, Viktor Orban vient de s'exprimer dans son QG au bord du Danube. La voix très fatiguée, mais très satisfait, Viktor Orban, de cette large victoire. 52% des voix aux européennes. C'est une victoire record, a déclaré le Premier ministre hongrois. C'est vrai qu'il a fait encore mieux que l'an dernier, lors des législatives, où il avait raflé 49% des votes. Alors, Viktor Orban a affirmé une fois de plus qu'il y aurait une Hongrie forte au sein de l'Union européenne et qu'il allait pouvoir endiguer l'immigration. L'immigration, c'est son obsession au Premier ministre hongrois. Voilà. Alors, la vraie surprise de ces... Parce que la victoire du Fidesz était attendue en raison d'une forte domination du Fidesz dans les médias. La vraie surprise de cette élection, en fait, c'est le retour du parti de l'ancien Premier ministre socialiste, la coalition démocratique, qui fait 16% des suffrages. Ça, les sondages ne l'avaient pas du tout prévu. Ça montre qu'il y a quand même une réelle aspiration des électeurs hongrois pour un parti de gauche qui prône une politique de gauche. Et puis la deuxième grande surprise, c'est l'entrée au Parlement européen d'un tout nouveau parti. Il s'appelle Momentum. Ce sont des jeunes qui ont au maximum 30 ans et qui ont obtenu presque 10% des voix. Ils auront 2 députés au Parlement européen. Ils sont très pro-européens et très anti-Orban aussi. Justement, alors Florence Labruyère, c'est quand même la question ou l'une des grandes questions ce soir au niveau européen. Où va siéger Viktor Orban ? Alors c'est une très bonne question et quand on la pose au cadre du parti, ils disent on ne sait pas du tout, c'est le Premier ministre qui va décider, c'est vraiment lui qui prendra la décision, mais il y a déjà eu certaines déclarations aujourd'hui qui laissent penser que Viktor Orban souhaiterait rester au sein du Parti populaire européen, au sein du PPE, des conservateurs. Il préférerait y rester parce que c'est quand même mieux d'appartenir à un club de gentlemen plutôt que d'appartenir à un club de radicaux nationalistes, et ça lui donne une aura de respectabilité que n'ont pas les autres partis d'extrême droite en Europe. Donc tout dépendra bien sûr des autres groupes, des autres partis politiques au sein du PPE, mais ça semble être le souhait du Premier ministre hongrois à l'heure actuelle. Merci à vous Florence Labruyère en direct de Budapest. Donc cette information ce soir encore au conditionnel, Viktor Orban qui continuerait à siéger au sein du Parti populaire européen. 23h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. 23,4% des voix pour le Rassemblement national, d'après les estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria. La victoire donc du Rassemblement national aux élections européennes en France, avec un point de plus que LREM à 22,4% des voix. Marine Le Pen, la présidente du RN, y voit un désaveu démocratique pour le pouvoir d'Emmanuel Macron. Elle demande ce soir la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. La troisième place en France revient à Europe Écologie Les Verts avec
avec 13,2% des voix. Et 3 autres listes obtiennent des sièges. Les Républicains, 4e avec 8,2% des voix. C'est un lourd échec pour le député LR Éric Ciotti, invité tout à l'heure de France Info. Viennent ensuite la France Insoumise et la liste PS Place Publique, ex-aequo, 6,4% des voix chacune. Raphaël Glucksmann de Place Publique appelle ce soir la gauche à chercher à se rassembler. Un dernier chiffre pour ce scrutin en France, celui de la participation. Plus d'un électeur sur 2 est allé voter, 51,3%. D'après l'estimation d'Ipsos, ce serait la plus forte participation depuis 1994. En Allemagne, le camp de la chancelière Angela Merkel en tête, mais les conservateurs enregistrent le score le plus bas de leur histoire. Les Verts sont 2e avec près de 20% des voix selon les estimations. Enfin, les résultats officiels en Espagne, une large victoire des socialistes, 33% des voix environ d'après la porte-parole du gouvernement. Les Espagnols qui votaient aussi aujourd'hui pour leur municipal, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français largement battu pour la mairie de Barcelone. France Info. Édition spéciale élection européenne. Toujours autour de la table pour cette édition spéciale sur France Info. Honneur aux dames, Isabelle Labeyrie, la responsable des affaires européennes sur France Info. Avec vous également Céline Braque, la directrice générale d'Odoxa, et mon complice Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. Isabelle Labeyrie, on a fait une petite tournée rapide des capitales européennes. Est-ce que c'est la fin du bipartisme au sein du futur Parlement ? Oui, parce qu'en fait, pour la première fois, les conservateurs et les sociodémocrates n'ont plus ensemble la majorité de ce Parlement, et cet hémicycle est en fait plus fragmenté que jamais. Ce sont des projections encore du Parlement européen. On n'a pas des résultats définitifs, mais le Parti populaire européen, les conservateurs, restent la première force du Parlement, mais à l'image des Républicains en France qui passent sous la barre des 9% ce soir, ce Parti populaire fait les frais de la montée des Verts et des eurosceptiques. Résultat, il perd une quarantaine de sièges, 177 élus aujourd'hui contre 216 dans l'Assemblée sortante. Sur la seconde marche du podium, les sociodémocrates qui perdent à peu près autant, 147 sièges aujourd'hui contre 185. Ces deux grands partis vont donc devoir se chercher des alliés pour constituer des majorités, sans doute donc dans le groupe des centristes et libéraux de l'ADLE qui récupèrent les sièges des élus français de la liste Renaissance soutenue par Emmanuel Macron, qui eux renforcent vraiment considérablement leur assise puisqu'ils passent de 67 députés à 101, ce qui est une progression considérable. Ils veulent jouer un rôle pivot dans le nouvel hémicycle, mais il faudra quand même élargir la famille au-delà du groupe La République En Marche. D'ailleurs, l'un des représentants de ce groupe centriste, vous savez, c'est la Danoise Margrethe Vestager, actuelle commissaire européenne à la concurrence, qui se verrait bien devenir la prochaine présidente de la Commission. Elle a déjà dit ce soir lors d'une déclaration à Bruxelles. Un mot enfin sur ce Parlement, sur la présence des écologistes qui réalisent de très bons scores, on l'a dit, en France, en Allemagne, en Irlande, en Finlande, qui passent de la 5e à la 4e place. Et puis les eurosceptiques et les nationalistes qui sont toujours éclatés en 3 groupes différents, mais qui marquent des points ce soir, notamment l'extrême droite qui est regroupée au sein de l'Europe des nations et des libertés, qui comprend notamment le Rassemblement national et la Ligue italienne de Matteo Salvini, qui passerait de 36 à 57 eurodéputés. Donc nouveau visage de ce Parlement européen après 40 années de quasi-stabilité. Jean-Jérôme Bertolus, vous avez écouté tout à l'heure ce débat à 4. Je ne sais pas si on peut appeler ça un débat d'ailleurs. Ça a été assez dur sur le plateau de France Info ce soir. Est-ce à dire que le débat politique dans ce pays aujourd'hui va prendre ce tour assez violent ? Très vif, débat très vif, mais on va dire qui est à l'image de ces résultats, des résultats qui cloutent en quelque sorte que le nouveau monde, ce qu'on appelait le nouveau monde en 2017, ça n'est plus le nouveau monde, c'est le monde actuel. C'est un affrontement binaire pratiquement entre la République En Marche et le Rassemblement national. C'est brutal parce que les deux partis qui ont dominé la Ve République, en tout cas les 40 dernières années, le Parti socialiste et les Républicains totalisent à eux deux 15% des voix. C'est extrêmement peu, c'est un effondrement et encore une fois, on va dire, ça cloute ce qui s'est passé en 2017. Donc, le dégagisme n'est plus à l'œuvre, il a eu lieu. Donc, effectivement, la vivacité de ce débat, c'est que les positions sont aujourd'hui très frontales et on comprend que la France insoumise soit très déçue. On comprend que les Républicains le soient tout autant. Donc, on comprend effectivement que l'affrontement va être très dur.
mesure, parce qu'en plus, si vous voulez, eh bien, on va dire que le Rassemblement national, qui est aujourd'hui le premier parti d'opposition, Marine Le Pen va sans doute le dire très prochainement, elle l'a déjà dit en quelque sorte en disant qu'elle voulait la dissolution de l'Assemblée nationale, n'a même pas de groupe à l'Assemblée, et c'est pourtant le premier parti d'opposition. Céline Bracq, pour poursuivre ce que dit à l'instant Jean-Jérôme Bertolus, la présidente du RN, du Rassemblement national, a même dit la victoire du peuple a repris le pouvoir. Vous avez multiplié les sondages semaine après semaine au Doxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. En sondant l'opinion, quel doit être selon vous l'état de l'opinion ce soir au sortir de ce scrutin ? L'état de l'opinion, finalement, c'est-à-dire les grandes tendances qu'on pouvait relever, justement sondage après sondage, elles sont bien là. C'est-à-dire que le bipolarisme, Isabelle Labeyrie disait, c'est la fin de ce bipolarisme au sein du Parlement européen. Ce bipolarisme, il est tout à fait renforcé en France. C'est un paradoxe. Mais ce bipolarisme d'un nouveau genre, comme disait Jean-Jérôme. Et puis, avec cet Emmanuel Macron qui avait mis vraiment un point d'honneur à pouvoir être en tête devant le Rassemblement national, qui a bien remobilisé les Français, qui ont un peu plus voté que ce qui pouvait être prévu, même si on a encore un électeur sur 2 qui ne se déplace pas. Mais cette remobilisation, elle a finalement, dans les 15 derniers jours, on l'a vu dans nos sondages, elle a profité au Rassemblement national. Elle a profité aussi aux écologistes, parce que finalement, ce thème-là de l'environnement, il a profité au parti qui le portait peut-être le plus clairement. Et aujourd'hui, on va voir dans les jours qui viennent si Yannick Jadot, derrière lui, il décide d'être un nouveau socle pour la gauche ou pas. Ou s'il ne veut pas remplir ce rôle-là. C'est une vraie interrogation. Puis la dernière chose, qui est un enseignement très fort, c'est quand même l'effondrement de LR, des Républicains. Ces voix, finalement, étaient complètement dissoutes dans la remobilisation de gauche, remobilisation vers les Verts, mais aussi un petit peu auprès du Parti Socialiste. Et même si ce n'est pas du tout la tonalité ce soir, Laurent Wauquiez va devoir, d'une manière ou d'une autre, tirer les conséquences de ce bilan absolument désastreux. Jean-Jérôme Bertolus, vous évoquiez tout à l'heure Emmanuel Macron avec quelques confidences, intensifier l'acte 2 du quinquennat. Mais qu'est-ce que cela signifie ce soir ? Écoutez, dès vendredi, et ça s'est poursuivi ce week-end, la plupart des leaders de la majorité, exécutif compris, savaient ou préemptaient le fait que, effectivement, la liste Renaissance serait deuxième ce soir. Voulaient voir d'abord si l'écart n'était pas trop loin avec le Rassemblement national, mais certains disaient, même si on est deuxième, de toute manière, il faudra reprendre une initiative politique forte. L'un des ministres de premier plan me disait vendredi, il va falloir sans doute en passer par un référendum, donc en quelque sorte une initiative qui permette à Emmanuel Macron de reprendre pied. Vous voulez dire que ça, ce n'est pas encore écrit ce soir, on ne sait pas ce qui va se passer, il y aura peut-être des surprises. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, puisque le chef de l'État se dit déçu, bien sûr, du score de la liste Renaissance, ou plutôt de la place de la liste Renaissance, mais il estime que ça n'est pas un échec, parce que la majorité a tenu, même si la liste Renaissance fait en dessous du premier tour d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, merci. C'est la fin de cette édition spéciale. Il est 23h59 dans un instant. La météo de Jean-Michel Wolinski. France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France. Excepté le soleil persistant sur les régions situées près du Rhône, également sur le Languedoc et le Roussillon, demain tout le monde aura droit aux pluies ou aux averses, avec un temps globalement bien maussade sur la Corse, où le vent de nord sera sensible. On notera également un Mistral et une tramontane turbulents. Au nord de la Loire, les pluies arrivées par la Manche dans la nuit vont donner une matinée maussade. En journée, cette perturbation va se décaler vers les Pyrénées, le Massif central, le centre et le nord-est, avec à l'arrière une belle amélioration l'après-midi entre la Manche, le Poitou-Charentes, le bassin parisien et Champagne-Ardenne. Enfin, des Alpes à la Provence, des averses parfois orageuses vont rythmer l'après-midi. Les températures vont évoluer dans les mêmes grandeurs qu'aujourd'hui, entre 10 et 14 degrés le matin, 20 à 24 en général l'après-midi, ponctuellement jusqu'à 28 sur l'Hérault et le Gard. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Il est minuit
8h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir François Lepage. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Elles auront déjoué quelques pronostics des européennes surprises aujourd'hui, à commencer par la participation en forte hausse, la plus forte depuis 1994. Les écologistes donnés 3e saluent une vague verte ce soir. Le Rassemblement national, premier d'un point, se réjouit d'avoir donné une claque à Emmanuel Macron. La REM, juste derrière, s'efforce de faire bonne figure et pas question de changer de cap. Quant aux Républicains, 4e, ils encaissent une lourde défaite. Des résultats en tout cas qui vont changer la physionomie également du Parlement européen. On verra cela dans ce journal. France Info. Le Rassemblement national de Marine Le Pen est donc arrivé en tête ce soir des élections européennes. La liste de Jordan Bardella obtient 23,4% des voix selon les toutes dernières estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Pour Jordan Bardella, le chef de l'État, mais aussi l'Union européenne sont désavoués. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont rejetés. Ce n'est pas seulement la politique ou la personne d'Emmanuel Macron qui sont désavoués ce 26 mai. C'est également l'Union européenne qui a défendu le président de la République. L'Union européenne ne peut plus ignorer l'aspiration des peuples à la protection, à la liberté et à la souveraineté. Elle doit désormais réorienter radicalement sa politique économique, sociale et migratoire. Jordan Bardella, et pour Marine Le Pen, le chef de l'État n'a pas d'autre choix, dit-elle, que de dissoudre l'Assemblée. La liste LaREM Modem de Nathalie Loiseau suit à 1 point, 22,4%. Ce soir, l'Élysée salue un score honorable et exclut toute inflexion. Édouard Philippe dit accueillir le résultat avec humilité, mais lui aussi entend garder le cap. Nathalie Loiseau essaye malgré tout de positiver. La majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Notre liste enverra ainsi plus de 20 députés européens à Strasbourg et nous serons la délégation nationale la plus nombreuse et de loin dans le nouveau groupe central qui se constitue. Les soutiens du président de la République seront ainsi en situation de peser fortement dans ce groupe incontournable et de mettre en œuvre son projet ambitieux qui est aussi le nôtre. La voix de la France va à nouveau peser au Parlement européen. Nathalie Loiseau, QG de la REM, ce soir à la Mutualité à Paris. Les écologistes prennent une surprenante 3e place avec 13,2%. Pour Yannick Jadot, les Français veulent que l'écologie soit au cœur du jeu